Bombe financière venue de Bruxelles. Des milliards vont être envoyés à Kiev, financés par de nouvelles dettes. Ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait. L'Union européenne a définitivement tombé le masque rompant, ainsi toutes ses promesses, toute logique budgétaire et surtout le dos de ses propres citoyens. 90 milliards d'euros sans intérêt pour un pays qui n'appartient ni à l'UE, ni à l'espace Schengen, ni à la zone euro. Un pays en guerre depuis des années, dont l'indice de corruption dépasse l'imaginable dirigé par un président devenu maître dans l'art de l'autopromotion autoritaire, l'Ukraine. Et qui paie tout cela exact, toi, moi, nous tous. Un salut appuyé à ceux qui aiment penser par eux-mêmes. Bienvenue en 2025 dans une Union européenne qui montre enfin son vrai visage, une union de dettes, sourde aux pertes aveugles aux traités et indifférente aux contribuables allemands. Les 90 milliards d'euros versés à Kiev ne sont pas un simple crédit de réparation. C'est un chèque colossal signé sur le dos des citoyens de l'UE et en premier lieu des Allemands. Pourquoi ? Parce que, et croyez-moi, cela va mal tourner, c'est nous qui garantissons tout avec notre argent, notre avenir et notre souveraineté. Et le plus perfide dans toute cette affaire, c'est que le remboursement de ce prêt repose sur un conte de fées. Oui, vous avez bien entendu. On part sérieusement du principe que la Russie, une fois la paix conclue, versera des réparations à l'Ukraine. Et c'est grâce à ces versements purement hypothétiques que Kiev entend rembourser le crédit accordé par l'UE. On mise donc sur un avenir où la Russie, qui se ferme depuis des années à toute influence occidentale, verserait volontairement des milliards à un pays massivement armé par l'Occident. Sérieusement, mais ce n'est pas tout, car au-delà des rêves et des espoirs naïfs, l'UE s'engage aussi dans une acrobatie juridique risquée. En parallèle à ce crédit, 185 milliards d'euros de réserves de la Banque centrale russe sont gelés à Bruxelles. L'idée : utiliser les intérêts générés par ces fonds pour rembourser le prêt. Mais que se passe-t-il si la Russie porte plainte et gagne devant les tribunaux ? Si ces réserves doivent rester intouchées. Exactement. Alors entre en scène le plan B, ou plutôt le plan banqueroute. C'est à ce moment-là que le budget de l'UE intervient. Et ce budget est alimenté par, surprise, nous tous. C'est un pari colossal sans filet ni plan de secours. Et que fait Friedrich Merz ? L'homme qui aime se présenter comme un génie de la politique économique fait soudain semblant que tout cela était depuis le début son coup de maître. Pourtant, il l'a dit lui-même très clairement auparavant, nous avons le choix entre les dettes européennes ou les avoirs russes. Et sa préférence allait bien sûr aux avoirs russes. Et qu'a-t-on finalement obtenu exactement l'inverse ? Ce sont les dettes européennes qui l'ont emporté. Et maintenant, il nous vend ça comme une évidence, un acte de solidarité européenne, un moment historique. Historique, oui, mais surtout d'une stupidité historique. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière tout cela ? Un calcul politique froid. Bruxelles veut à tout prix éviter que la France s'effondre, que l'Italie vacille, que les règles budgétaires explosent. Et pour cela, on instrumentalise la guerre en Ukraine. On crée des précédents, des dettes communes, pour un pays tiers, pour une guerre que nous ne maîtrisons pas et que nous ne pouvons pas gagner. Et lorsque tout s'effondrera, si la Russie ne paie pas, si Kiev est en faillite, si l'édifice européen vacille, Paris et consorts exigeront un nouveau pacte de dette, une nouvelle émission commune. Et l'Allemagne paiera encore et toujours plus. Et cette politique d'endettement n'est pas seulement risquée. Elle est aussi d'une ignorance historique effrayante. L'économiste américain de renom Jeffrey Sachs l'a dit sans détour dans une lettre ouverte adressée au chancelier Merz. Apprenez l'histoire, monsieur le chancelier.
Sachs accuse Merz de rien de moins que de révisionnisme historique, d'amnésie sélective et de rhétorique guerrière dangereuse. Il rappelle que l'Allemagne a participé à la guerre de l'OTAN contre la Serbie en violation du droit international, que les garanties de sécurité envers la Russie ont été bafouées et que la politique d'expansion occidentale a sciemment attisé l'escalade. Et que font aujourd'hui nos élites? Elles répètent les mêmes erreurs. Sans remords, sans réflexion, sans la moindre responsabilité. Plutôt que d'oser la diplomatie, elles choisissent l'affrontement. Plutôt que de bâtir un ordre mondial multipolaire, elles s'accrochent à un rêve de domination occidentale. Mais ce rêve est brisé. Tandis que les États-Unis, sous Trump, défendent leurs intérêts nationaux, sécurisent leurs frontières et protègent leur économie, l'Europe se perd dans un délire de supériorité morale. Et le contribuable allemand, lui, il devient le payeur attitré d'un conflit sans fin qu'il n'a ni déclenché, ni les moyens d'achever. Notes personnelles des contenus comme celui-ci sont souvent invisibles. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire aide à les faire connaître. Car c'est ça la réalité en 2025. Alors que les États-Unis, sous Trump, ont depuis longtemps fermé le robinet à l'Ukraine, c'est l'Europe qui prend le relais. Garantie allemande incluse, bien entendu. Washington raisonne en termes d'intérêts nationaux. Berlin raisonne en idéologie. L'Amérique protège ses priorités. Nous nous protégeons un régime corrompu à Kiev, et tout cela sous le prétexte fallacieux de la solidarité européenne. Mais de quelle solidarité parle-t-on quand un seul pays, l'Allemagne, porte l'essentiel du fardeau, paie l'addition, verse son sang, tandis que d'autres États, membres de l'UE, détournent le regard. Un clin d'œil à tous ceux qui ne tressaillent pas en entendant le mot « crédit de réparation ». C'est un jeu de mots sournois. Un prêt sans intérêt, censé être un jour remboursé grâce à des réparations russes. Mais que se passe-t-il si ces réparations n'arrivent jamais? Si la Russie refuse ou n'est même pas condamnée à payer? Alors oui, dans ce cas, c'est le budget de l'UE qui prend le relais. Et comme l'Allemagne est le principal contributeur net, cela signifie nous garantissons. Nous payons, sans condition, sans limite. Et que fait Ursula von der Leyen? Elle appelle cela un acte de force. Oui, dit-elle. Il faut maintenant faire preuve de responsabilité pour la paix, la démocratie et les valeurs européennes. Mais de quelles valeurs parle-t-on quand les traités sont bafoués, les règles ignorées et les voix critiques discréditées? Quel est ce projet de paix qui alimente une guerre à coups de milliards au lieu d'inviter à la table des négociations? Et quelle est cette démocratie où des prêts géants sont décidés sans le moindre accord réel des citoyens? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une stratégie politique bien calculée. On veut lier l'Ukraine sur le long terme, politiquement, économiquement, militairement. Et pour cela, aucun montant n'est trop élevé. Sauf qu'une question reste en suspens, a-t-on seulement demandé leur avis à ceux qui paieront la note? Qui a demandé aux contribuables allemands s'ils voulaient se porter garant pour un pays qui en 2025 n'a toujours ni paix, ni stabilité, ni justice digne de ce nom. Personne ne nous a consultés parce que plus personne ne consulte, parce que cette Union européenne ne travaille plus pour nous, mais contre nous. Petite parenthèse, pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui auront un impact direct sur ta vie, que tu le veuilles ou non. La vraie question est, as-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous la vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises t'explique comment te protéger légalement, financièrement et concrètement avant que la prochaine grande mesure ne tombe. Car ceux qui arriveront en 2026 sans être préparés ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et que se passera-t-il si ce crédit n'est jamais remboursé? Si la Russie ne paie pas? Si l'Ukraine fait faillite? Alors,
nous nous réveillerons tous pris dans une immense bulle de dette. Et ensuite, la prochaine étape des impôts européens, une taxe climat, une taxe numérique, une taxe sur les transactions financières. Et tout cela deviendra, comme par enchantement, sans alternative. Pour la paix pour l'Ukraine, pour la communauté des valeurs. C'est le jeu bien connu de l'élite bruxelloise. On crée d'abord les faits, puis on impose les contraintes. Et quiconque ose contester se retrouve aussitôt étiqueté comme antisolidaire, d'extrême droite ou pro-russe. Et pourtant, plus que jamais, nous avons besoin de voix critiques. De celles et ceux qui osent poser les questions qui dérangent. Jusqu'à quand allons-nous tolérer cela ? Jusqu'à quand accepterons-nous d'être les financiers d'un projet globaliste en ruine ? Et combien de temps encore allons-nous permettre que notre démocratie devienne une coquille vide pendant que les décisions sur notre argent, notre sécurité et notre avenir sont prises à Bruxelles, Berlin et Kiev ? La vérité, c'est que ce prétendu crédit de réparation n'est rien d'autre qu'une étape de plus vers l'union de la dette. Une escroquerie d'étiquetage d'un genre particulièrement sournois. Une expérience financière maquillée de morale, mais potentiellement explosive. Et si tout cela tourne mal, et tous les voyants sont au rouge, ce ne seront ni Ursula von der Leyen, ni Friedrich Merz, ni Zelensky qui régleront la note, mais toi, moi, nous tous. Car dans cette nouvelle Union européenne, tu n'es plus citoyen, tu es cautionnaire. Et si tu crois encore que tout cela se fait pour notre bien, alors tu n'as vraiment rien entendu. Un salut sincère à celles et ceux qui pensent encore par eux-mêmes et qui savent la liberté. La vérité et la responsabilité n'ont pas de prix dérisoire, mais elles coûtent toujours moins cher que 90 milliards d'euros pour une guerre qui n'est pas la nôtre.